Ce qu'on appelle un féminicide, c'est-à-dire le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Malgré ce qu'on dit souvent et ce qu'on croit souvent, le féminicide n'est jamais un acte spontané. Il y a une très longue histoire de violence avant l'acmé de cette violence qui est la destruction physique de la personne. Toutes ces violences en fait, que nous subissons, parfois même sans nous en rendre compte, participent en fait d'une atmosphère qui conduit en fait à des crimes. Si on rassemble tout cela, si on pense cela en termes de continuum féminicidaire, eh bien on doit reconnaître qu'il s'agit d'un crime systémique. Que évidemment nos sociétés sont construites d'une telle manière qu'elles produisent évidemment les crimes. Et ça traverse aussi toutes les couleurs de peau et toutes les confessions religieuses. Donc, et oserais-je dire, ici et ailleurs. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, une pandémie mondiale et un phénomène planétaire depuis toujours. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie de voir que vous êtes si nombreuses et nombreux pour entendre parler de cet ouvrage qui est une sororité en action, une sororité inclusive, je le précise, puisque cette sororité induit aussi la participation d'hommes. J'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer comment une sororité peut être mixte, en fait. Parce que usuellement, quand on pense à sororité, on pense seulement aux femmes, évidemment, entre elles. Mais je vais laisser ça de côté pour l'instant. Alors, les définitions sont très importantes parce que, souvent, lorsqu'on parle de mots qui sont, entre guillemets, à la mode, et je dis ça en ayant bien conscience de caricaturer un peu la chose, eh bien, on oublie en fait souvent les généalogies politiques et scientifiques qui ont donné naissance à ces termes. Or, évidemment, ne pas prendre conscience de cela, c'est ne pas comprendre la dynamique en fait qui a permis que finalement la question des féminicides devienne une question non seulement française, européenne, mais malheureusement mondiale, puisqu'il s'agit d'une pandémie mondiale aujourd'hui. Donc en réalité, pour comprendre cette généalogie politique et scientifique, il faut remonter en amont du terme féminicide. Parce que le premier concept qui est forgé, ce n'est pas celui-ci, c'est le concept de fémicide, qui n'est pas du tout un concept utilisé en France. Je ne sais pas pourquoi, je vais expliquer pourquoi après. C'est un concept qui est né pendant la seconde vague du féminisme occidental, donc dans les années 70, dans un lieu très particulier de l'histoire de ce second mouvement féministe occidental, qui est l'organisation en 1976 à Bruxelles du premier tribunal international des crimes contre les femmes. Donc, un tribunal populaire qui est organisé par des militantes qui sont aussi des chercheuses et qui veulent faire un état des lieux des violences faites aux femmes à l'instant T où elles se réunissent, qui est donc cette année 1976. Et dans le cadre de cette conversation collective absolument passionnante, comme d'habitude, va émerger au travers d'une figure individuelle, mais je précise que la discussion est collective, c'est très important, un concept qui est le concept de fémicide, qu'on doit donc à Diana Russell, qui est une chercheuse qui vit aux États-Unis mais qui est née en Afrique du Sud, donc sur le continent africain, bien évidemment, et qui dit de manière extrêmement forte lors de ce tribunal que le crime qui est exercé contre les femmes parce qu'elles sont des femmes, qui est un crime extrêmement ancien, comme le documente d'ailleurs ce livre, puisque je commence au Paléolithique. Donc c'est dire que je commence avant même qu'il y ait des sociétés humaines, c'est-à-dire quand nous faisons espèce, en fait, donc un niveau bien antérieur. Elle dit que c'est un crime très ancien, mais c'est un crime qui n'existe pas, puisque quand un crime n'est pas nommé, il n'existe pas. Et pour nommer le crime, elle emploie le terme de fémicide, et elle le définit très strictement, puisqu'elle dit un fémicide, c'est le fait pour une femme d'être tuée parce qu'elle est une femme par un homme, cet homme étant généralement un partenaire intime. Et en disant cela, elle a bien conscience d'être déjà dans une définition très réductionniste, puisque, évidemment, les meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes par des hommes ne sont pas seulement du fait de la conjugalité ou de l'espace domestique. Mais c'est comme ça que c'est défini. Un peu plus tard, elle va affiner cette
définition en faisant du fémicide un crime de haine contre les femmes et un crime de haine misogyne. C'est comme ça qu'elle le dit. Et donc ce premier concept très important, donc qui est discuté pour la première fois dans cette discussion collective de Bruxelles, qui réunit des féministes et des chercheuses féministes de 40 pays différents. Ça fait, au premier jour du tribunal, 2000 femmes. C'est une réunion non mixte, je le précise. Pour le coup, c'est non mixte. Et donc, ce concept a une vie très bizarre. On sait, par exemple, qu'à Bruxelles, il y a des militantes du mouvement de libération des femmes, du MLF. Mais les femmes du MLF, je ne sais pas pourquoi, il faudra peut-être investiguer cela dans les années à venir, ne ramènent pas le concept vraiment avec elles dans leur valise, alors que leurs collègues d'Europe du Nord, en particulier les Suédoises, les Norvégiennes, etc., l'acclimatent immédiatement. Similairement, alors que le concept est né au sein de la recherche états-unienne, aux États-Unis, ça ne prend pas non plus, mais ça prend dans une autre partie du monde, et c'est très important pour l'histoire du féminicide, ça prend dans une autre partie du monde qui est l'Amérique centrale et l'Amérique latine. En Amérique centrale, en Amérique latine et dans l'ensemble de l'espace caribéen, toutes tendances confondues, les femmes commencent à s'emparer de cet outil et à travailler le social, leur réalité sociale, politique, culturelle, économique, avec le concept de fémicide. Et puis, plus de 15 ans se passent, et arrive un autre phénomène important pour comprendre ces généalogies politiques et intellectuelles. On se trouve à ce moment-là, au milieu des années 90, dans un pays d'Amérique centrale que vous connaissez, qui est le Mexique, dans une zone particulière du Mexique, qui est la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique, dans une zone extrêmement violente, et violente économiquement d'abord, violente politiquement ensuite. Donc, pour vous dresser rapidement le portrait de la situation, ce sont en fait des centaines d'usines qui se sont installées sur cette zone frontalière, qui sont des usines de sous-traitance où on produit des petites pièces qui sont très utiles pour beaucoup de choses que nous utilisons. Et dans toute l'histoire industrielle du monde, petite pièce veut dire petite main veut dire main-d'œuvre féminine. Donc ces usines sont majoritairement avec une main-d'œuvre féminine, et puis des femmes qui sont issues des classes les plus paupérisées, qui viennent souvent de la ruralité du Mexique, donc qui viennent des régions rurales du Mexique, et qui, pour certaines d'entre elles, sont de surcroît des femmes autochtones, de communautés autochtones. Donc ça fait quand même beaucoup de niveaux de problèmes. Donc elles travaillent dans ces usines, qui sont des usines où l'exploitation est maximale, disons les choses clairement. Elle se trouve dans un territoire extrêmement dangereux parce que nous avons là la guerre contre la drogue que les États-Unis mènent au cartel mexicain sans d'ailleurs résoudre le problème de la drogue d'aucune sorte, ce qui permet surtout de nourrir les fortunes des mafieux d'un côté et de tous les corrompus de l'autre qui en profitent largement. Et puis s'ajoute à ça la guerre contre le terrorisme, aussi guerre menée en particulier par les États-Unis. Donc la zone est ultra dangereuse. Et dans cette zone ultra dangereuse, depuis le début des années 90, des femmes disparaissent. Elles disparaissent de manière d'abord isolée les unes des autres. Et comme chez nous, au début, on parle de faits divers. On ne prend pas en compte le fait qu'il s'agit d'un fait sociétal majeur. Parce qu'une femme disparaît dans une région de cette zone dangereuse, à l'ouest, au centre, à l'est, et les familles, évidemment, s'inquiètent de ces disparitions, à juste titre, donc interpellent la police, qui ne fait strictement rien, bien évidemment. Et puis, de une femme à 10 femmes, de 10 femmes à 100 femmes, de 100 femmes à 1000 femmes, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il s'agit de milliers de femmes qui ont disparu au Mexique. Eh bien, les familles décident d'interpeller la société civile au travers de d'autres acteurs et actrices, qui s'étaient d'ailleurs déjà un peu intéressés à la question, les journalistes, en particulier les femmes journalistes, qui ont payé un prix très très lourd, en fait, à l'exhumation dans tous les sens du terme de cette question sociétale majeure, et puis des chercheuses féministes. Et donc, il y a une triangulation qui s'opère, qui est une triangulation très puissante, qui va permettre d'interpeller de manière très ferme et très forte l'État mexicain sur ces disparitions.
Quand on commence à comprendre qu'il s'agit d'un fait sociétal et qu'on commence vraiment à investiguer, on trouve des cadavres, évidemment. On ne trouve pas forcément les cadavres des familles qui les cherchent, enfin, on trouve beaucoup de cadavres. Ce qui accrédite le fait que ces femmes n'ont pas disparu par l'opération du Saint-Esprit, mais qu'elles ont été l'objet d'une nécropolitique, d'une politique de la mort parfaitement instrumentalisée. Instrumentale même, on pourrait dire. Et donc, dans une conversation collective, là encore, il y a une grande chercheuse et militante politique, mexicaine bien sûr, qui s'appelle Marcela Lagarde de los Ríos, qui décide, pour donner un sens à un non-sens absolu, de forger un nouvel outil pour permettre de documenter d'abord, d'analyser ensuite ce qui n'est bien sûr plus du tout des faits divers isolés, mais un fait sociétal majeur. Et pour ce faire, elle qualifie ce qui se passe au Mexique à ce moment-là de féminicide. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je simplifie au maximum. Et lorsqu'elle qualifie le féminicide, elle le qualifie très strictement. Elle dit le féminicide, c'est 4 choses. C'est un crime sociétal total. Toute la société est impliquée d'une manière ou d'une autre dans le crime. Deuxièmement, donc, tout ça pour se dissocier du fémicide qui était pensé comme un crime individuel. Donc c'est un crime collectif, c'est un crime de masse, là aussi pour se dissocier du fémicide qui était supposé être un crime ponctuel. Donc c'est un crime de masse, de fait c'est un crime de masse, puisqu'on sait qu'il y a probablement des milliers de femmes mexicaines qui sont mortes et qui continuent à mourir, puisque le Mexique est pour les femmes l'un des pays les plus dangereux du monde. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, donc, y compris le nôtre, qui n'est pas toujours très sécure, comme on aura l'occasion d'en parler. Donc c'est un crime collectif, c'est un crime de masse, c'est un crime d'État, parce que l'un des devoirs régaliens, c'est la protection des personnes. Or, quand l'État ou ses agents participent de la politique de la mort, il y a donc un crime d'État. Donc elle formalise de manière extrêmement puissante qu'il s'agit d'un crime d'État, et elle ajoute, et c'est très provocateur à ce moment-là, moins peut-être aujourd'hui, que ce crime est de surcroît un crime à tendance génocidaire, qu'il s'agit donc d'une attaque massive dirigée contre les femmes, non pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe. C'est pourquoi elle utilise pour qualifier le féminicide la définition du génocide tel qu'il a été défini en 1948. Le génocide, comme vous le savez, c'est la destruction en totalité ou en partie d'une catégorie de la population sur un critère particulier, sur un critère singulier. Or, elle dit au Mexique, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on tue les femmes parce qu'elles sont des femmes, donc en totalité ou en partie, là en l'occurrence en partie, on comprend bien pourquoi c'est pas en totalité, mais sur un critère qui est strictement défini, qui est le critère de sexe ou de genre, selon la manière dont on se place. Et pour expliquer cette dimension génocidaire du féminicide, elle ajoute la notion de surmeurtre. C'est très important de comprendre que le féminicide, ce n'est pas seulement un meurtre, c'est quasi systématiquement un surmeurtre. Et même dans nos affaires en France aujourd'hui, de fémicide, on voit apparaître cela de plus en plus souvent. Qu'est-ce que c'est la notion de surmeurtre ? Ça veut dire qu'on ne se contente pas de tuer quelqu'un. On ne se contente pas d'attenter à un individu physiquement. On va faire un certain nombre de choses en aval ou en amont de la mort qui qualifient le surmeurtre. Et donc, prenons Ciudad Juárez, par exemple, qui est la ville la plus célèbre de cette nécropolitique dont je parle. À Ciudad Juárez, lorsqu'on retrouve une femme morte, c'est tant est qu'on peut encore parler de femme dans ce contexte-là, elle a été post ou pré-mortem, systématiquement victime de violences sexuelles ou de viol. Post ou pré-mortem, systématiquement victime de mutilation génitale, de son appareil génital ou de son appareil reproducteur. Sans parler du fait que de nombreuses victimes n'ont plus de visage, ce qui est aussi une qualification du surmeurtre. Elles ont été toutes post ou pré-mortem, je le précise, c'est l'autopsie, quand il y a autopsie, qui permet de savoir si c'est post ou pré-mortem, mais ça arrive parfois avant la mort physique, j'entends. Elles ont été totalement ou partiellement démembrées. Par exemple, la poétesse mexicaine à qui je dédie le livre, Susana Chavez, qui est très importante pour cette histoire, a été exécutée en 2011 et son corps a été retrouvé démembré.
Et puis, dernier qualificatif du surmeurtre, les corps retrouvés sont quasiment systématiquement profanés de manière extrêmement diverse, mais essentiellement avec de l'acide ou du feu. Et donc, Marcela Lagarde de los Ríos nous dit, ce n'est donc pas seulement une attaque contre le corps, c'est une attaque identitaire. Parce qu'on n'a pas besoin de faire tout cela pour tuer une femme, pour tuer n'importe qui d'ailleurs. On n'a pas besoin d'avoir recours à de tels niveaux de violence. Si on fait cela, c'est qu'on dit autre chose, qu'on fait autre chose que le simple fait de tuer. Et c'est un point très important de qualification, évidemment, du féminicide. Alors, vous nous rappelez les conditions d'émergence du mot et donc du concept. À partir du moment où le mot émerge, il est possible de s'en emparer scientifiquement, il peut devenir un objet. C'est très intéressant quand vous nous rappelez les grandes étapes de la genèse du terme féminicide. Vous partez du contexte économique, vous partez d'un contexte qui donc, ce qu'on comprend et ce que cet ouvrage, je pense aussi, permet d'établir, a un rôle extrêmement actif dans le mécanisme qui conduit au féminicide. Est-ce que c'est ça la bonne porte d'entrée ? Comment vous pouvez cerner, au niveau ensuite mondial et historique, ce phénomène ? Est-ce que le contexte, voilà, je vois que c'est pas... Non, le féminicide est un crime total, en fait. Donc, il incorpore toutes les dimensions de la vie humaine. Alors, l'économie, bien sûr, n'est pas absente, c'est un élément très important, mais ça inclut à peu près tous les domaines de la vie, ce qui d'ailleurs a conduit à formuler une troisième étape qui est au cœur, en fait, du livre, qui est de forger un troisième outil de documentation et d'analyse, qui est ce que j'appelle le continuum féminicidaire. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec tous ces formidables autrices et auteurs dans le monde entier, puisque c'est un livre avec à peu près 130 contributrices et contributeurs qui se trouvent sur les 5 continents au moment où nous parlons. Pardon de vous interrompre, c'est important peut-être de préciser qu'il ne s'agit pas seulement d'universitaires et de scientifiques, mais aussi de journalistes, d'activistes, de victimes, d'anthropologues, de sociologues. Il y a aussi une diversité de l'origine, disciplinaire du corpus qui permet de rendre cette ambition quand même extraordinaire d'un état des lieux mondial du féminicide vraiment extrêmement complet. Oui, plus que discipline, je parlerai d'expertise. Parce que ce livre, c'est un travail d'expertise horizontale. Comme je le disais, l'objectif, c'est un projet politique, vous l'avez compris autant que scientifique, qui vise à donner une vision de notre monde qui est horizontale et non pas verticale. Et le travail académique est trop souvent, à mon goût, vertical. C'est-à-dire avec des gens qui proposent ou qui assènent des propositions qui s'apparentent à des doxas que tout le monde doit suivre comme un seul homme ou comme une seule femme, sans qu'il y ait beaucoup de discussions. Or, sur un sujet comme ça, il faut qu'il y ait une conversation nourrie, qui permet en fait de comprendre que pour saisir ce qu'est véritablement le crime de féminicide, on a besoin d'avoir recours à des expertises qui sont très différentes, mais qui ne sont pas hiérarchisées pour moi. C'est-à-dire que la parole de l'historienne, je le dis en étant la seule qui parle ici de surcroît, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais notons que la grande majorité des contributeurs et des contributrices ne sont pas en France et ne parlent pas français, je le précise. Mais effectivement, cette conversation d'expertises diverses était très importante pour moi. D'abord parce que j'ai un immense respect pour les militantes, en particulier pour les militantes de terrain. Je signale que dans ce pays, lorsqu'une femme est en danger, ce n'est souvent pas vers l'État qu'elle se tourne, mais c'est vers les associations de terrain qui sont souvent les seules à les croire, et à les croire immédiatement, sans qu'on leur pose des questions totalement farfelues sur où elles étaient, comment elles étaient habillées, est-ce que finalement une claque c'est si grave que ça, est-ce qu'on est sûr qu'on est vraiment en danger, etc., etc. Oui, en général on est sûr qu'on est en danger, c'est pour ça qu'on passe la porte d'un commissariat, sinon on le ferait pas. En général on va pas dans un commissariat pour dire qu'on a peur de son mec juste pour se faire plaisir ou en étant dans un fantasme délirant, quoi. Donc j'ai un immense respect vraiment pour le travail des militantes et je voulais absolument que l'expertise militante soit là parce que c'est une expertise en tant que telle.
De la même manière, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le Mexique, on dit beaucoup de mal des journalistes, n'est-ce pas ? Souvent à raison, mais parfois à tort. Et en tout cas, lorsqu'il s'agit de journalisme d'investigation, car il y en a encore, peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas, il y en a encore. Lorsqu'il s'agit de journalisme d'investigation, ça permet d'exhumer des questions extrêmement graves dont personne ne veut parler parce que c'est plus confortable, en fait, de ne pas en parler. Et puis, enfin, les artistes, bien sûr, et pas les artistes présentés de manière illustrative. Les artistes qui sont présentes dans le livre ont leur propre langage, leur propre voix, et ne servent pas à illustrer les travaux des autres. Et ça, c'était très important pour moi. Et enfin, bien sûr, les victimes, car il y a des survivantes de féminicides, rares, mais il y en a. Et quand les victimes ne sont plus là, ce qui arrive malheureusement trop souvent, leurs proches, parce que vous savez sans doute que, par exemple, en France, il y a plusieurs maintenant associations de familles de victimes de féminicides qui se sont constituées et qui travaillent de manière extrêmement puissante à changer la loi, à changer le droit, à changer les pratiques, aussi bien pour les acteurs de première ligne, de deuxième ligne que de troisième ligne. Alors, je vous ai interrompu, vous veniez d'introduire un concept qui est fondamental et c'est un des grands enseignements de ce travail, c'est le continuum féminicidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit, s'il vous plaît ? Oui, comme je vous le disais, moi, mon projet, quand je fais ce livre, ce n'est pas de gérer la misère. Et ce n'est certainement pas de passer ma vie à compter les femmes mortes. Bien sûr, nous les comptons, nous les répertorions et nous les honorons. Mais si le projet politique consiste, et scientifique bien sûr, qui est accolé à cela, consiste à faire le compte des mortes et à envoyer des hommes en prison, on n'aura évidemment rien réglé de la situation. Or, le problème c'est pas un problème, c'est une constatation des concepts de fémicide et de féminicide, c'est qu'ils permettent de documenter et d'analyser les conséquences du crime. Quand les femmes sont mortes. Mais le projet de ce livre, c'est de construire une société où les femmes ne mourront plus parce qu'elles sont des femmes. Et donc il fallait, pour cela, forger un autre outil qui permette de saisir non pas les conséquences, mais les causes. Et c'est pourquoi, en fait, émerge de ce travail collectif ce concept qui pourrait sembler très jargonnant, n'est-ce pas, langage sociologique incompréhensible, que je vais donc expliciter très clairement, ce continuum féminicidaire. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de comprendre, en fait, que ce qu'on appelle un féminicide, c'est-à-dire le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Malgré ce qu'on dit souvent et ce qu'on croit souvent, le féminicide n'est jamais un acte spontané. Jamais. Lorsqu'on travaille sur les biographies des victimes, on s'aperçoit que ces biographies sont des biographies instruites par une très longue histoire de la violence, qui peut d'ailleurs avoir commencé avant même de faire couple. C'est-à-dire qu'il peut y avoir déjà des trajectoires violentes intrafamiliales dans l'histoire même de la femme elle-même, avant même qu'elle fasse couple. Et donc, ce n'est pas un crime spontané. Et donc, il y a une très longue histoire de violence avant l'acmé de cette violence qui est la destruction physique de la personne. Mais la destruction physique s'accompagne de nombre de violences. Et donc, l'idée du continuum féminicidaire, c'est de comprendre que ces violences constituent un flux, en fait, dans l'histoire de la vie des femmes, et qu'on a des violences évidentes, des violences que nous avons en partage, nous les femmes, parce que ce sont des expériences communes, par exemple le harcèlement de rue, qui est quand même très largement partagé. On pourrait faire peut-être un sondage ici pour savoir combien de femmes, c'est pas une fois dans sa vie fait traiter de pute dans la rue, par exemple. Il n'y en aurait pas beaucoup, ou a subi une entreprise de conquête un peu osée, alors qu'on est en train d'aller acheter le pain ou promener le chien et qu'on a tout à fait autre chose en tête. Voilà, donc il y a des expériences communes qui sont très fondatrices, d'autres qui le sont moins, mais le continuum féminicidaire permet d'éclairer l'ensemble du spectre des violences, des plus évidentes, des plus physiques, aux plus symboliques et épistémiques. Par exemple, moi, en tant qu'historienne, il y a une question qui me taraude, pardonnez-moi cette expression, parce qu'une tarot qui est taraudée, c'est un peu... mais
une question qui me taraude de manière extrêmement puissante, c'est la néantisation de mon peuple, le peuple des femmes, dans l'histoire de ce pays, par exemple. Dans l'espace de nos villes. Pas de rue qui porte nos noms, pas de place qui porte nos noms, pas de grands bâtiments qui portent nos noms. 75% des subventions de nos collectivités qui sont dirigées vers des activités masculines, des réseaux de transport qui ont été pensés à l'origine pour des migrations pendulaires masculines. Il suffit d'avoir dans le métro parisien une poussette pour s'en rendre compte, etc., etc., etc. Et toutes ces violences en fait, que nous subissons, parfois même sans nous en rendre compte, participent en fait d'une atmosphère qui conduit en fait à des crimes. Ça peut paraître étonnant, mais toutes les études montrent en fait qu'il y a une porosité de ces violences pensées dans un flux. Et je signale par ailleurs que par stratégie de défense individuelle ou collective, les femmes cloisonnent les violences. On s'en rend compte en fait lorsqu'on commence à parler avec elles des trajectoires de violence qu'elles rencontrent, on cloisonne. C'est-à-dire qu'il nous arrive un truc à un endroit, on ferme la porte. Il nous arrive un truc à un autre endroit, on ferme la porte. Et on ne connecte pas en fait ces violences entre elles. Parce que si on commence à le faire, waouh, je vous jure, on a le vertige. Donc du coup, c'est ce fractionnement qui, au passage, correspond à un autre fractionnement qui est le fractionnement disciplinaire dans les savoirs, etc., ou dans les expertises, fait que chacun a un bout du problème, mais que comme ces données, ces datas sont fractionnées, on ne trouve pas la solution. Parce que si on rassemble tout cela, si on pense cela en termes de continuum féminicidaire, eh bien, on doit reconnaître qu'il s'agit d'un crime systémique. Que, évidemment, nos sociétés sont construites d'une telle manière qu'elles produisent, évidemment, les crimes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de s'attaquer à des faits divers isolés. De surcroît, en les caractérisant... en les caractérisant de manière à délégitimer des catégories d'hommes. Et en disant la violence masculine, c'est ces hommes-là. Les autres sont totalement dédouanés. Alors que toutes les études anthropologiques et sociologiques sur le féminicide disent de manière extrêmement claire que le féminicide traverse toutes les classes d'âge. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des jeunes des jeunes hommes de 13, 14, 15 ans qui tuent des femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc ça, c'est toutes les classes d'âge, c'est toutes les catégories socio-économiques. Hein. On ne tue pas seulement dans les classes populaires, comme ce serait très aisé de le croire. Hein. On tue aussi chez les cadres dirigeants, bien évidemment, y compris dans les sociétés du CAC 40, ou dans les sociétés pas du CAC 40, mais très en pointe, comme les start-up. Peut-être vous avez entendu parler de cette horrible histoire à Paris, hein, d'un entrepreneur de start-up qui a exécuté dans le hall de son immeuble son épouse qui venait de le quitter, qui était elle-même maîtresse de conférences. Hein, donc on n'est pas dans les quartiers difficiles des banlieues, hein, évidemment. Et ça traverse aussi toutes les couleurs de peau, et toutes les confessions religieuses. Donc, et oserais-je dire, ici et ailleurs. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, une pandémie mondiale et un phénomène planétaire. Et c'est un phénomène planétaire depuis toujours. Alors c'est ça, parce qu'il y a le continuum de la violence que vous avez fort bien décrit, et puis cette grande entreprise de rassemblement que vous proposez dans cette somme, c'est aussi la démonstration d'un continuum spatio-temporel. C'est la profondeur historique et l'étendue spatiale. Rien, nulle part, de tout temps, n'échappe à ce phénomène. Alors on a quand même envie de vous poser la question. Donc, même si le féminicide prend des formes extrêmement différentes à travers les âges, à travers les cultures, et s'insinue de manière très diverse en fonction des territoires et des problématiques, il y a une constante. Le féminicide est partout depuis, vous avez dit, même avant qu'on fasse société, depuis le néolithique ou le paléolithique. Au moment où on fait espèce. À partir du moment où on fait espèce. Ouais. La question que je pense, on est un certain nombre à avoir envie de vous poser, c'est... Qu'est-ce qui est sous-jacent? On parle de l'autre cette année à Philosophia. Et c'est pas par hasard que vous êtes ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas à l'origine du féminicide et de sa généralité, je ne sais pas comment le dire autrement, de sa globalité à la fois historique et géographique,
quelque chose du rapport à l'altérité qu'incarne le féminin qui pourrait être une des causes, une des explications. Est-ce que c'est une piste pour comprendre cette constante malgré ou en dépit de la diversité? C'est plus qu'une piste, en réalité. C'est que maintenant, nous avons des travaux, en particulier, alors si on remonte très loin, de préhistoire, de paléographie, de paléontologie, pardon. J'ai un problème en ce moment, je veux absolument revenir à la paléographie de mon cursus universitaire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, et puis les paléoanthropologues aussi, en fait, mettent en avant le fait que probablement la structure élémentaire de la violence, c'est la violence qui a été exercée contre les femmes et les enfants. Ce que montrent aussi d'autres travaux qui sont issus de la sociologie ou de la politologie et bien sûr de l'histoire. Donc cette structure élémentaire de la violence, elle est visible déjà dès le Paléolithique, même si tout le monde convient que les sources qui permettent de faire l'histoire du Paléolithique sont quand même assez maigres, sont assez fragiles. Mais je signale que si c'est fragile pour les gens qui défendent ce que je viens de dire, c'est aussi valable pour ceux qui défendent l'inverse. Par définition, on travaille tous à partir des mêmes matériaux. Donc s'il y a peu de matériaux pour nous, ça veut dire qu'il y a peu de matériaux aussi pour nos détracteurs. Et que donc ce qu'on a pensé comme un savoir intangible sur la préhistoire est en train quand même d'être très largement secoué. Alors, sur la question des féminicides, ce qu'on sait, c'est très bien expliqué par une des plus grandes chercheuses françaises sur la question, Claudine Cohen, que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, qui introduit en fait la mise en perspective préhistorique avant d'entrer dans les sociétés historiques du livre, puisqu'il y a 7 grandes parties en fait qui articulent le propos. Et donc Claudine Cohen, elle nous dit des choses très simples. Elle nous dit, premier point important, lorsqu'on retrouve des restes humains d'enfants, il y a sur de très nombreux sites archéologiques, bien évidemment, il y a une surexposition très importante des meurtres de petites filles. On trouve beaucoup plus de restes humains de petites filles que de petits garçons. Premier point. Deuxième point, quand elle évoque les meurtres sacrificiels. Lorsque, par exemple, un personnage prestigieux meurt et qu'on décide d'accompagner sa mort d'un sacrifice humain, on retrouve aussi beaucoup plus souvent dans la position de sacrifier des restes féminins. Et enfin, lorsque on retrouve des restes humains dont il est possible d'attester qu'il y a eu mort violente. Là encore, il y a une surexposition des restes féminins sur les restes masculins. De ce fait, on constate que la violence ordinaire, oserais-je dire, je ne parle pas bien sûr de la guerre, je vais venir à la guerre, la violence ordinaire est très largement féminine, exercée contre les femmes, en fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que l'on sait aussi des études de pointe qui sont menées, c'est qu'à tuer de manière importante les petites filles, en particulier en période de crise, et il faut imaginer ce que sont les premiers groupes humains dont nous parlons. Nous parlons de groupes humains qui sont soit des néandertaliens, soit des sapiens, qui sont des groupes humains fragiles, qui se déplacent beaucoup sur le territoire, qui sont non pas des prédateurs, malgré ce que nous racontent les historiens du 19e siècle, nous ne sommes pas des prédateurs, nous sommes des proies, parce qu'il y a des prédateurs très dangereux autour, qui trouvent que l'humain a un goût assez savoureux. Donc il faut se défendre de ces prédateurs et non pas les attaquer encore. Et donc quand il y a une crise de subsistance, par exemple, ce qui peut arriver, parce que la réserve de céréales sauvages qu'on utilise pour se nourrir a été détruite et que voilà, il n'y a pas assez de nourriture pour l'ensemble de la population, du groupe, on va tuer les petites filles. Très bien, mais quand la crise est passée, se pose le problème de la reproduction, évidemment.
Parce que, comme vous le savez, pour faire des enfants, il faut des hommes et des femmes. Je le précise aussi parce que souvent on dit, quand il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Bah, quand il n'y a pas d'hommes non plus. Hein. Enfin, jusqu'à une date récente, en tout cas. Donc, en fait, la reproduction, c'est le lien entre nous, évidemment. Donc, il n'y a pas assez de femmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quand même très documenté maintenant. Eh ben, on va aller rapter les filles chez les autres. Et donc, l'un des moteurs, si ce n'est le moteur de la guerre, et ça, on le voit non seulement avec les traces archéologiques, mais on le voit aussi avec les comparaisons anthropologiques aujourd'hui, c'est toujours la captation des ressources, mais la ressource essentielle, c'est la ressource humaine. C'est la ressource qui permet de capter les femmes et les petites filles. Et on a dans le livre des milliards d'exemples pour parler de cela. Et puis, ça nous permet aussi de revoir l'histoire de la préhistoire. Et parmi les mythologies, le dimorphisme sexuel. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel, c'est le fait que les hommes et les femmes ont des physiologies supposément naturelles très différentes. Malheureusement, au Paléolithique, c'est souvent contredit, encore une fois, par les restes trouvés. Parce que lorsqu'on retrouve des restes humains, si par exemple il n'y a pas de bassin, maintenant on a l'ADN, donc on peut faire évidemment des comparaisons ADN. Mais avant l'ADN, si on n'avait pas le bassin, ben on était bien embêtés. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que les hommes et les femmes étaient, chez les Néandertaliens et chez les premiers sapiens, de robustesse quasiment équivalente. Donc si on avait la même robustesse, ça veut dire qu'on avait la même force. Et si on avait la même force, on ne peut pas expliquer la différence des sexes simplement par le physique. Ça veut dire qu'il y a donc eu une construction idéologique de cette différence qui n'est pas incarnée dans la nature, si tant est que nous ayons jamais été des êtres naturels, même lorsque nous vivions dans des grottes. Et d'ailleurs, nous ne vivions pas beaucoup dans les grottes, au passage. Mais ça aussi, c'est une mythologie qu'il va falloir revoir. Et donc, on constate que les sociétés dites de chasseurs-cueilleurs étaient en fait beaucoup plus des sociétés de chasseuses-cueilleuses. D'abord parce que 80% de notre alimentation était composée de cueillettes et on mangeait des petits animaux. Parce que dans nos premières sociétés humaines, en fait, assez étonnamment, on avait peu de chasseurs de mammouths. Comme nous étions des proies, nous étions aussi des charognards. Et donc, on mangeait beaucoup ce qui avait été abandonné par les autres. Et quand ce n'était pas le cas, on mangeait des petits animaux. Et ces petits animaux, c'est les femmes qui les tuaient. Et donc, tout ça constituait 80% en fait, de l'alimentation des groupes néandertaliens et des premiers sapiens. Donc voilà, on est en train, indépendamment du féminicide... Du chasseur, oui, mais c'est un mythe pérenne, mais qui entretient des stéréotypes qui permettent d'accréditer une sorte de naturalité de la différence des sexes. Or, il n'y a pas de naturalité... Enfin, pardonnez-moi de dire cela, peut-être que je choque, mais il n'y a pas de naturalité de la différence des sexes. Il y a une construction et on a des enquêtes qui nous permettent, alors c'est plurifactoriel, mais d'expliquer pourquoi est-ce que ce dimorphisme sexuel s'est installé, en fait, et a atteint d'une certaine manière son apogée, paradoxalement, au XIXe siècle. Dans un long processus. Parce qu'en fait, le 19e siècle, c'est le moment où les femmes sont les plus petites et où le dimorphisme, en tout cas en Europe, bien évidemment, et où le dimorphisme sexuel est le plus évident à cause des corsets. Ou qui permettent les corsets de s'assurer à 100% quand on marche derrière une personne que c'est bien une femme et pas un homme, évidemment. Et vous en conviendrez avec moi, le corset n'est pas naturel, n'est-ce pas ? C'est l'heure ? Alors, c'est l'heure... Malheur, mais je suis très bavarde, hein, excusez-moi. Hein. Non, mais ça serait compliqué en 45 minutes de retracer toute la richesse de ce que comporte cette histoire mondiale des féminicides, précisément intitulée « Féminicide, une histoire mondiale ». Ce qu'on peut dire, c'est que vous... collectivement, documenté jusqu'à l'histoire contemporaine, un phénomène qui prend encore une fois des formes diverses, mais qui s'ancre apparemment dans des comportements humains très profondément enracinés. Peut-être pour terminer, et je fais très vite, ouais. Dire deux mots sur le fait que quand on parle de féminicide de masse, la 7e partie se clôt sur les féticides et les infanticides
de masse que connaissent aujourd'hui encore le continent asiatique. C'est très important parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la démographie mondiale est en train de basculer. Ça veut dire que les femmes, alors on n'en est pas encore à la rareté des femmes, encore que dans certaines parties de l'Inde, on est déjà là-dedans. Mais il faut savoir que depuis la fin des années 60 et le début des années 70, dans des très grandes puissances démographiques comme la Chine et l'Inde, on a assassiné in utero ou assassiné à la naissance des millions de femmes, puisque les spécialistes de la question nous disent que le trou démographique en Asie est de 200 millions de petites filles qui sont mortes à la naissance ou qui ne sont pas nées. Et je voudrais vous permettre de réfléchir à cela. Quelle catégorie humaine pourrait accepter d'être assassinée par millions dans un silence assourdissant, si ce n'est les femmes? Et donc ça renvoie à ce que vous me disiez tout à l'heure. Bien sûr que nous sommes le premier autre et toujours le grand autre de notre propre société et de la société mondiale. Merci beaucoup.